Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce dimanche pour Dubaï, où il prendra part à la conférence internationale des investisseurs qui aura lieu le mardi 9 septembre prochain. 6 milliards de francs CFA de dégâts. Voilà le préjudice subi par la société Sociam située à la zone industrielle de Yopougon. L'entreprise est partie en fumée lors d'un incendie qui s'y est déclenché ce dimanche matin. C'est également ce dimanche que les 400 premiers pèlerins musulmans se sont envolés pour l'Arabie Saoudite. Ils seront rejoints par les 5000 autres dans les prochains jours. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur RTI1. La conférence internationale des investisseurs se tiendra mardi prochain à Dubaï. Elle marque le lancement de l'initiative régionale Investir dans l'UEMOA pour la mobilisation des ressources qui vont servir au financement de projets intégrateurs régionaux en faveur des États membres. Le président de la République y prendra part. Alassane Ouattara a quitté Abidjan cet après-midi pour Dubaï, dans les Émirats arabes unis. Jérôme Kofi Abola pour les détails. Pour se rendre à Dubaï ce dimanche 7 septembre 2014, en vue de sa participation à la conférence internationale des investisseurs, le président de la République a opté pour un vol commercial. Ce faisant, il a rempli toutes les formalités à l'instar de tous les voyageurs. Il a commencé par le lavage des mains pour cause de la maladie à virus Ebola sévissant dans les pays voisins. Le président Alassane Ouattara a ensuite pris la direction du service d'enregistrement et de celle du poste de contrôle jusqu'à l'obtention du ticket final d'embarquement. Ce choix du vol commercial a permis au chef de l'État d'être en contact avec les autres voyageurs, leurs familles et les accompagnateurs ainsi que les fonctionnaires de la police et de la douane. Ce parcours lui a aussi permis d'encourager le personnel d'Aéria dans ses efforts pour la certification internationale de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Une manière aussi pour lui de constater le dispositif mis en place pour prévenir la propagation d'Ebola et d'encourager les agents. En somme, par cette option, le président entend envoyer un message de bonne gestion des deniers publics, préférant un vol commercial en attendant la remise en service de son avion de commandement en entretien à la location d'un avion privé qui serait beaucoup plus coûteuse. À Dubaï, le président de la République, Alassane Ouattara, et ses pairs de la sous-région présents à cette conférence vont certainement défendre des dossiers en matière d'investissement dans l'espace UEMOA. Voilà un moment déjà que c'est effectif. La BAD est de retour à son siège d'Abidjan. Mamadou Koné, l'administrateur de la Banque africaine de développement pour la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry et la Guinée équatoriale, a fait le point dans un entretien réalisé par Adama Koné. Je vous en propose un extrait. Le pays inspire aujourd'hui confiance à tout le monde, que les conditions sont désormais réunies pour que la Banque africaine de développement puisse continuer donc, tranquillement à mener ses activités dans le pays. C'était pour cela que la banque était partie. Il y a beaucoup plus de sérénité. Les infrastructures donc, existent ou ont été remises en état pour permettre à la banque de travailler. Puis il y a le leadership du président de la République qui fait confiance et en qui donc, la communauté internationale a confiance. Elle vient avec une nouvelle dimension. Quels sont exactement les enjeux donc, de ce retour, aussi bien pour l'État de Côte d'Ivoire que pour la population ivoirienne? Il y aura des retombées directes. Ça va forcément créer des emplois directs. Les retombées sont grandes du point de vue économique, en termes d'image, en termes de clientèle, donc pour des entreprises de divers secteurs, hôtellerie, tourisme, ceux qui sont dans la bureautique, ainsi de suite. À la fin du mois, à la fin du mois d'octobre, le 27 octobre, donc au 4 novembre, il y aura le cinquantenaire de la Banque africaine de développement qui va célébrer à Abidjan ici. Qui va célébrer ici à Abidjan. Et puis après, nous allons préparer les assemblées annuelles l'année prochaine. Abidjan aussi? Ici, qui vont se tenir à Abidjan, qui sont des assemblées annuelles électives. On devra avoir un nouveau président de la banque donc l'année prochaine. Donc on va travailler un peu sur tout ça. Mais ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus important, mais j'insiste, est-ce qu'il y a une candidature ivoirienne?
Il faudra demander aux autorités ivoiriennes. Je ne peux pas répondre Vous à ça. Vous êtes représentant de la Côte d'Ivoire là-bas, monsieur le ministre. Oui, il faudra demander aux autorités ivoiriennes. Pour l'instant, les candidatures ne sont pas ouvertes. Demain, lundi 8 septembre, c'est la journée internationale de l'alphabétisation. Sa célébration vise à sensibiliser et informer les populations sur l'importance de l'alphabétisation. C'est le lieu pour le gouvernement de réaffirmer son engagement à donner un dynamisme à l'éducation non formelle. Alphabétisation au service du développement durable, voilà le thème retenu cette année. Ahmed Traoré, Abou Sanogo. L'alphabétisation est l'un des principaux éléments nécessaires pour promouvoir le développement durable. Elle donne aux individus les moyens de prendre les bonnes décisions dans les domaines de la croissance économique, aussi pour le développement social et de l'intégration environnementale. D'où cette année le thème « Alphabétisation au service du développement durable ». Nous nous félicitons de lors du thème de la présente journée « Alphabétisation au service du développement durable ». En attirant l'attention de la communauté des hommes sur la conjonction entre le savoir et le développement durable, cette thématique touche à une question fondamentale de la société contemporaine. En donnant aux hommes et aux femmes les clés de leur épanouissement, l'alphabétisation les dispose à être des adjudants d'un développement humain plus équilibré. L'alphabétisme est au cœur de l'éducation de base pour tous. Pourtant, selon la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, certaines manœuvres vont contre son bon fonctionnement. Il reste à déplorer le taux malheureusement élevé d'analphabètes en dépit des efforts consentis par les pouvoirs publics. Nous en connaissons les causes. Elles sont d'ordre économique, culturel et institutionnel. C'est ce qui légitime nos efforts accrus dans le sens de la scolarisation universelle. Aujourd'hui, près d'une personne sur 7 est illettrée. Et sur les 860 millions d'illettrés dans le monde, 500 millions sont des femmes. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara, a exhorté la population à s'ouvrir aux nouvelles technologies pour davantage freiner l'alphabétisme en Côte d'Ivoire. Le lieutenant-colonel Issa Sako, commandant le groupement des sapeurs-pompiers militaires, était l'invité du journal de 13h aujourd'hui. L'entretien a porté sur la célébration des 40 ans d'activité de ce corps. Le lieutenant-colonel a indiqué que les sapeurs-pompiers militaires entendent améliorer leur implantation sur l'ensemble du territoire national afin de mieux porter assistance aux populations ivoiriennes. L'action d'urgence, c'est une action de proximité. Et les casernes de GSPM sont implantées à Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro et depuis peu à Korogo. Oui. Donc pour nous, il faut être au plus près des populations. C'est pourquoi d'ailleurs nous saluons la création de cette caserne de Korogo. Donc pour nous, l'implantation des casernes doit se poursuivre. Elle doit se poursuivre dans les grandes villes parce que nous sommes sollicités bien au-delà des zones où nous sommes. À Mans, pour des incendies, mais partir aussi loin est vraiment difficile. Ça rend les manœuvres inefficaces. Et lorsque les pompiers arrivent, après avoir parcouru 300 km, ils sont plus utiles à la tâche, ils sont plus opérationnels. Donc pour nous, c'est de pouvoir poursuivre l'implantation des casernes du GSPM et apporter au corps l'équipement nécessaire à remplir encore mieux la mission que nous avons. Et parlant d'incendie, il y en a encore eu un à la zone industrielle de Yopougon. Ce dimanche matin, la société Sociam, un magasin de stockage de matériel électroménager, a pris feu, faisant des dégâts matériels importants. Le préjudice est estimé à plus de 6 milliards de francs CFA. Le constat d'Éric Goré et Serge Collier. Un magasin de stockage de 6000 mètres carrés contenant des appareils électroménagers et des ustensiles de cuisine partis en fumée. C'est le bilan de l'incendie qui s'est déclenché ce dimanche 7 septembre à 5 h du matin dans l'entreprise Sociam située en zone industrielle de Yopougon.
Nous avons été alertés par notre service de sécurité dans la nuit de vendredi à samedi, aux alentours de 5 h du matin, qu'il y avait un feu qui était dans un de nos hangars. Donc nous nous sommes précipités pour venir sur les lieux et on a contacté les pompiers aussitôt. Ils sont arrivés malheureusement avec 1 heure après notre appel, mais ils ont fait vraiment ce qu'il fallait pour vraiment éteindre le feu dans les plus brefs délais. Le feu dévastateur a été circonscrit vers 9 h par une équipe du groupement des sapeurs-pompiers militaires déployée sur les lieux. Malgré cette situation, l'entreprise entend prendre rapidement les dispositions pour sauver les emplois des travailleurs. Il a été décidé que tous les emplois seraient sauvegardés. Donc à ce niveau-là, il n'y aura pas de chômage technique ou de licenciement. Vraiment, tous les employés resteront au sein de la société aux mêmes conditions qu'elles avaient avant ce dommage. Les pertes sont estimées par les responsables de la société sinistrée à des milliards de francs CFA. Les enquêtes sont en cours pour déterminer les causes réelles de ce sinistre. La 20e édition de Vacances Culture à Abengourou, c'est fini. L'édition 2014 a primé 4 disciplines sur les 12 que comptait le concours. Les 5 jours de compétition auront permis à près de 1000 jeunes venus de 32 régions de la Côte d'Ivoire de rivaliser de talent. Fait majeur cette année, Vacances Culture 2014 a été organisé en partenariat avec le FNG, le Fonds national de la jeunesse. Franck Quadio depuis Abengourou. À la commune d'Abengourou. Abengourou, grand vainqueur de Vacances Culture 2014. La ville organisatrice de la 20e édition se taille la part du lion. Première en sculpture et en orchestre traditionnel, deuxième en mode et troisième en chorale. Dans la discipline, c'est trop être rigoureux. Voilà, c'est ça notre secret. Et puis, il faut dire qu'on était solidaires. Après 5 jours de compétition, les 92 groupes venus de 32 régions de la Côte d'Ivoire peuvent célébrer leurs efforts, de la joie, de la tristesse, mais énormément de promesses. Marcel Kouchadan, lauréat en peinture, avec une toile bien expressive. Ici, à travers ce tableau, chaque pointe représente une personne vivant sur le territoire ivoirien. Donc ensemble, ces pointes vont donner des messages de paix, douceur, tranquillité. Vacances Culture, c'est aussi la révélation de talents candides. Des conflits qui ne cessent d'attrister les populations de Jametrie. En somme, une fête pleine, mais des organisateurs lucides. Les moyens financiers qui ont obligé le comité d'organisation à moduler complètement son programme pour s'adapter, n'est-ce pas, aux moyens mis à disposition. Donc certaines activités ont été exécutées, mais en limitant vraiment les prestations. Autre ambiance, quelques heures plus tard au concert de clôture, une façon de baisser les rideaux sur l'édition 2014 avec panache. La Constitution le dit, le citoyen a droit à l'éducation, le citoyen a droit à la sécurité, le citoyen a droit à la santé, il a aussi droit à la culture. Voilà cette année consécutive que les Abidjanais vivent le Festival des Grillades. L'édition 2014 a ouvert ses portes hier samedi et ce sont des dizaines de milliers de festivaliers qui ont pris d'assaut le palais de la culture d'Abidjan-Trècheville pour savourer les spécialités ivoiriennes côté grillade. Je vous invite à présent à prendre part à vivre l'ambiance de cette foire gastronomique. Direction le festival. Pour la 7e édition, ce sont plus de 1000 festivaliers qui ont pris part au Festival des Grillades d'Abidjan, une foire gastronomique devenue l'un des événements les plus populaires de la capitale économique ivoirienne. Normal, le Festival des Grillades est initié pour promouvoir l'art culinaire ivoirien. Ce festival est né déjà en 2008. Nous avions souhaité à cette époque-là faire la promotion de l'art culinaire ivoirien, notamment des grillades. Et nous avons créé cet espace-là qui regroupait les meilleurs restaurateurs, grilleurs d'Abidjan.
Et nous y avons adjoint un peu d'agrément, la musique, et voilà. Sélectionnés parmi les meilleurs du pays, 50 braiseurs proposent divers mets, crabes poilus braisés, poulets braisés, choukouya de mouton, etc. Des spécialités, source d'attraction de nombreux amis et familles, en quête de moments de convivialité, en compagnie de bons rafraîchissements. J'ai toujours aimé, donc j'ai voulu faire un tour pour voir les différentes spécialités du pays, voilà, en grillade quoi. L'organisation est bien, il y a assez de nourriture pour tout le monde et puis ça se passe bien. Mais apparemment ça doit être bon parce que l'odeur déjà nous ravit. Ouais, beaucoup de monde, une jolie ambiance, c'est génial. Ça c'est ici, le poulet grillé, le poisson grillé, ça c'est le meilleur du monde. L'affluence est dense, il y a du monde. Il y a du monde, bon, pour le moment ça va, pour un début ça va. À cette 7e édition du Festival des grillades d'Abidjan, les dispositions ont été prises pour le respect des mesures d'hygiène arrêtées par le gouvernement pour empêcher l'entrée du virus Ebola en Côte d'Ivoire. Reportage signé Nou Sangaré et Léon Brou. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida mobilise les sages-femmes autour du guide de recommandations pour la pratique clinique. L'objectif est de les amener à s'approprier ce guide et mettre en pratique son contenu afin de réduire le taux de mortalité maternelle et néonatale dans les maternités et centres de santé. Un atelier a été organisé récemment pour instruire les sages-femmes sur ce guide de recommandations et la loi portant création de l'ordre des sages-femmes de Côte d'Ivoire. Serge Gongoma. C'est le 9 mai 2013 que l'État de Côte d'Ivoire a adopté un projet de loi portant création de l'ordre des sages-femmes. Une loi pour réglementer et améliorer les compétences des sages-femmes en vue de réduire la mortalité maternelle et néonatale. Cet atelier vise à vulgariser le guide de recommandation pour la pratique clinique RPC et la loi portant création de l'ordre des sages-femmes de Côte d'Ivoire. Cette loi organise la profession sage-femme et donne le code de déontologie, l'éthique même de la profession de sage-femme. Il faut respecter toutes les directives que l'État de Côte d'Ivoire met à leur disposition. Et donc, toutes les sages-femmes sont obligées de s'inscrire donc au tableau de l'ordre et respecter tout ce qui est contenu dans cette loi-là. Dans son élan de promotion de l'excellence et du travail bien fait, la Côte d'Ivoire veut donner une image plus reluisante de la sage-femme. Très souvent, on entend par-ci, par-là, les sages-femmes ne font pas bien leur travail. C'est une appréciation de l'opinion publique. Et à nous, sages-femmes, de pouvoir ensemble faire mentir la population en prenant en charge de façon efficace et efficiente par notre accueil, par notre gentillesse, cette cible-là qui vient très souvent, qui est dans une situation critique. Les ordres des médecins, chirurgiens dentistes et pharmaciens ont pris part à cet atelier. Un atelier pour lequel le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida bénéficie du soutien de l'Organisation mondiale de la santé OMS et du Fonds mondial de la population UNFPA. Parlons d'Ebola, la barre symbolique est franchie. Selon le dernier bilan de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, donné vendredi 5 septembre, le virus Ebola a fait 2097 morts sur 3944 cas confirmés au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone. En outre, le Nigeria, qui ne figure pas dans ces statistiques, a déclaré 22 cas, dont 8 morts. Et vous le savez, la Côte d'Ivoire est épargnée jusque-là par la maladie à virus Ebola, et cela certainement grâce aux mesures de prévention prises par les autorités. Hier, par exemple, au stade Félix Houphouët-Boigny, lors du match Côte d'Ivoire-Sierra Leone, tout était prévention. Un dispositif sanitaire et sécuritaire a été mis en place avant, pendant et après la rencontre. Une rencontre qui, je le rappelle, a été remportée par la Côte d'Ivoire sur le score de 2-1. Finalement, le match a bien eu lieu. Les Sierra-Léonais ont perdu 2-1 face aux Ivoiriens. Un tour de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est joué sur fond d'Ebola. Ce n'est que lundi que la Côte d'Ivoire a accepté d'accueillir la sélection sierra-léonaise. Le virus qui sévit dans ce pays voisin fait peur. Une situation difficile à vivre pour les joueurs. L'Ebola, ça fait mal dans le pays maintenant. Et c'est affecté les joueurs ici en Europe et tous les joueurs aussi à Sierra Leone. Donc c'est pas bien
Les Sierra-Léonais sélectionnés n'avaient pas mis le pied au pays depuis 21 jours au moins. Le temps d'incubation du virus, une condition pour que la rencontre ait lieu. Pas grand monde, malgré l'importance de la rencontre. Devant les portes, un dispositif inhabituel. Il faut désinfecter ses mains à l'aide de gel. Ceux qui refusent n'entrent pas. Quand on prend ces mesures générales, c'est pour que vraiment il y ait le moindre risque possible. À l'intérieur, Ebola reste dans tous les esprits avec des affiches qui sensibilisent les supporters. Le premier symptôme, c'est la bouche fièvre. Le deuxième symptôme, c'est la faiblesse intense. La sécurité et le personnel médical ont été doublés au cas où, malgré l'optimisme affiché par les organisateurs. Vive le sport, que l'Ebola ne passera pas par le sport en Côte d'Ivoire. Et puis ce dimanche, le président américain s'est adressé au peuple d'Afrique de l'Ouest, notamment ceux du Libéria, de Sierra Leone, de Guinée et du Nigeria. Barack Obama leur a dit, au nom du peuple américain, « Je veux que vous sachiez que nos prières accompagnent ceux qui ont perdu des êtres chers lors de cette terrible épidémie d'Ebola. Les États-Unis travaillent avec vos gouvernements pour contribuer à stopper cette maladie. La tâche ne sera pas facile, mais nous savons comment y parvenir. » C'est un message plein d'espoir quand l'OMS, elle, annonce qu'un vaccin pourrait être disponible en novembre prochain. Les présidents ukrainiens et russes avaient convenu hier samedi que le cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine était globalement respecté. Pourtant, tard dans la soirée, des explosions ont retenti près du port stratégique de Mariupol. Une femme de 33 ans tuée et 4 personnes blessées à Mariupol la nuit dernière. Le cessez-le-feu instauré depuis vendredi soir entre Ukrainiens et rebelles pro-russes dans l'est du pays a du mal à être respecté sur le terrain. Plusieurs bavures sont intervenues la nuit dernière et dans la journée de dimanche, comme on peut le voir sur ces images tournées dans le port stratégique sur la mer d'Azov. Les tirs ont atteint une station d'essence, un restaurant et un motel se trouvant sur la route menant à Novoazovsk, sous contrôle rebelle. La population, qui faisait ce matin l'état des lieux, n'en est que confortée dans ses doutes. Nous espérions que les choses allaient se calmer. Mais à mon avis, personne ne le veut de l'autre côté. Ils n'ont pas déclenché tout cela pour se réconcilier juste après. Annexer 2 régions, ça sème la pagaille. Les bombardements ont également ciblé les forces gouvernementales, poussant les autorités de Kiev à faire une mise au point. Les troupes ukrainiennes sont en totale conformité avec les conditions de la trêve et du cessez-le-feu. Dans le même temps, au cours des dernières 24 heures, certains de nos checkpoints ont été bombardés par les terroristes. Même situation de tension et de peur à Spartak, un peu au nord de la ville de Donetsk, fief des séparatistes. Des explosions retentissaient régulièrement et des fumées noircissaient le ciel. À pied, à vélo ou en voiture, les quelques familles qui s'accrochaient à leur maison ont fini par se décider à partir. Selon les séparatistes, les tirs provenaient de la zone de l'aéroport contrôlée par les forces gouvernementales. Selon l'agence France-Presse, le calme était revenu dimanche en début d'après-midi, tant à Mariupol que dans la région de Donetsk. Je vous propose maintenant un tour dans le monde. C'est l'actualité planétaire. C'est en bref, en son et en images. C'est sa façon à elle de marquer les 1 an de pouvoir d'Ibrahim Boubacar Keïta. L'opposition malienne en France a tenu un meeting samedi avec ce slogan choc, IBK, 1 an de régression. Principaux griefs, la crise du Nord Mali non résolue malgré les promesses et la mauvaise gouvernance. L'accord cadre conclu le 25 août à Addis Abeba par le gouvernement du Soudan du Sud et son opposition armée est-il déjà caduc? C'est la question que pose la diplomatie éthiopienne après de récentes déclarations d'opposants du Soudan du Sud contestant la portée de ce texte. À l'occasion du sommet régional de l'IGAD, les 2 parties s'étaient engagées à finaliser en 6 semaines un accord définitif. L'étau de la justice internationale se dessert autour du président Uhuru Kenyatta. L'ouverture de son procès devant la CPI, prévue le 7 octobre, pourrait ne pas avoir lieu à cette date. La procureure Fatou Bensouda demande un report, faute de preuves suffisantes. L'accusation attend toujours des documents qu'elle a réclamés en vain aux autorités kenyanes.
Le président Kenyatta est poursuivi pour son rôle présumé dans les violences post-électorales de 2007-2008 qui avaient fait plus de 1000 morts. 9 mois après son intégration dans la MISOM, le contingent éthiopien dresse un bilan positif de son action en Somalie. Les Chebabs n'ont cessé de perdre du terrain depuis le début de l'année. Outre leur ancien fief de Baidoa, ils ont été chassés de 5 localités reprises par les troupes de l'ONU et du gouvernement somalien. Le président Obama ne régularisera pas les dizaines de milliers d'immigrés sans papier sur le territoire américain. Contrairement à ce qui avait été annoncé, le système américain d'immigration ne sera pas réformé avant les législatives de novembre. Une décision destinée à réduire le risque d'une défaite électorale et d'empêcher le Sénat de basculer du côté des républicains. L'aviation de Bachar el-Assad a bombardé samedi la ville de Raqqa, fief des combattants de l'État islamique dans le nord de la Syrie. L'attaque aurait fait au moins 17 morts parmi les djihadistes. L'État islamique est également soumis à des frappes américaines dans le nord de l'Irak. Les combattants kurdes Peshmerga, armés par les Européens, ont repris vendredi la ville de Makhmour et semblent pouvoir faire reculer les combattants de l'État islamique. Une femme de 33 ans tuée et 4 personnes blessées à Mariupol la nuit dernière. Le cessez-le-feu instauré depuis vendredi soir entre Ukrainiens et rebelles pro-russes dans l'est du pays a du mal à être respecté sur le terrain. Même situation de tension et de peur à Spartak, un peu au nord de la ville de Donetsk, fief des séparatistes. Des explosions retentissaient régulièrement et des fumées noircissaient le ciel. À pied, à vélo ou en voiture, les quelques familles qui s'accrochaient à leur maison ont fini par se décider à partir. Selon les séparatistes, les tirs provenaient de la zone de l'aéroport contrôlée par les forces gouvernementales. Selon l'agence France-Presse, le calme était revenu dimanche en début d'après-midi, tant à Mariupol que dans la région de Donetsk. Un mot de religion dans ce journal. Comme chaque année, vous allez le voir en image, des milliers de pèlerins se retrouvent à Lourdes. Parmi ces croyants, des Ivoiriens appartenant à différentes organisations chrétiennes. Notre envoyé spécial Thérèse Tapeyoboué y était aussi pour RTI 1. Son compte rendu dans nos prochaines éditions. C'est ce dimanche également que les premiers pèlerins musulmans de Côte d'Ivoire, candidats au Hajj 2014, eux, ont quitté Abidjan pour Médine en Arabie Saoudite. Au nombre de 5600 cette année, les 414 premiers passagers sont donc en partance pour accomplir le 5e pilier de l'islam, Doigt des Laser. Les premiers pèlerins déjà en route pour la terre sainte de Médine en Arabie Saoudite. À bord de cet avion, 414 fidèles musulmans qui vont découvrir la Kaaba, la première mosquée du prophète de l'islam, dans le cadre du Hajj 2014. C'est un rêve qui se réalise aujourd'hui et me voyant dans l'avion en partance de Médine, vraiment je suis très émue. Et je prie le Seigneur qu'il le facilite pour moi, qu'il me permette d'effectuer tous les rites dans la santé et qu'il exauce tous nos vœux. Je suis en joie. C'est comme je suis à la Mecque même. Parce que présentement, tout mon cœur est là-bas. À la différence des autres années, le Hajj 2014 se déroule dans de bonnes conditions, avec tout de même quelques difficultés au plan technique. La difficulté que nous avons eue cette fois-ci, c'est la gestion électronique. Vous savez, c'est ponctueux et parfois l'Internet est instable, on n'a pas de réseau. Mais je pense qu'à l'avenir, nous ferons l'effort par l'aide de Dieu pour corriger ces dysfonctionnements. Mais nous avons promis aux Ivoiriens un Hajj sans bruit. Dieu